uno contro uno con l'ex giocatore dell'Empoli. Sterza Ronaldo, finta e controfinta, poi la mette morbida al centro per Mandžukić che fa 1-1 al 26esimo. La Juve trova il pari, lo trova con Mario Mandžukić su una giocata da fenomeno di Cristiano Ronaldo che lo rallenta ma non lo ferma. Ancora Dybala, poi Ronaldo al limite, zona tiro, destro di Ronaldo, palo a porta vuota. Mandžukić spinge in porta, il gol del 2-1, non sale la bandierina, Mandžukić raddoppia, ancora lui dopo il palo di Ronaldo. Lo batte Bernardeschi, palla in area di rigore, Ronaldo la pizzica sul secondo palo, arriva Bonucci e mette in porta il gol del 3-1, ancora Bonucci contro il Napoli, il terzo gol in carriera, il terzo gol della Juve, l'ennesimo assist di Cristiano Ronaldo. Ciao à tutti, bienvenue dans le podcast Style Juve, votre rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité de la Juventus. Aujourd'hui, épisode numéro 13, et il y a pas mal de choses à dire dans cet épisode 13, puisqu'on va revenir évidemment sur la belle victoire de la Juve contre le Napoli, 3-1, un doublé de Mario Mandžukić et un but de Leonardo Bonucci. On aura également un mot pour le départ surprise de Beppe Marotta, et puis on accueillera également Romain, qui connaît très bien les Young Boys de Berne, pour évoquer le prochain match de Ligue des Champions. Et avec moi, pour ce vaste programme, il y a comme d'habitude Calo, salut. Salut à tous. Et puis il y a Émilie à qui on souhaite un joyeux anniversaire. Merci, bonjour. Bon anniversaire Émilie, bon anniversaire. Merci. Allez, on attaque tout de suite donc avec cette très belle victoire de la Juventus qui a été, on va dire, un petit peu surprise en début de match face au Napoli, un petit peu surprise vers la fin, mais qui globalement a très très bien géré son match. Qu'est-ce que t'en as pensé, Calo? Alors pour moi, on a fait une démonstration de force incroyable. Les 25 premières minutes, il faut l'avouer, on a subi. Naples a fait un pressing très haut, intensif. Ils étaient constamment 7 ou 8 joueurs à presser aux abords de notre surface de réparation. Ils n'étaient pas venus pour faire un petit nul, ils étaient vraiment venus pour gagner. Chapeau à eux, c'était impressionnant. On aurait dit un peu le football total de l'Ajax de Johan Cruyff. Je l'avoue, quand ils jouent ainsi, franchement, ils sont beaux à voir. Seulement, après ces 25 premières minutes, c'était plus le même match. Alors moi, je suis curieux de savoir comment une équipe qui joue presque une demi-heure à ce niveau puisse autant changer de face, quoi. Peut-être que, je sais pas, peut-être qu'ils étaient en sur-régime et au bout de 25 minutes, ils ont craqué. Peut-être qu'ils ont craqué mentalement. C'est peut-être nous qui avons décidé de les laisser jouer une demi-heure pour les fatiguer, pour après accélérer et les manger. Quoi qu'il en soit, après cette fameuse première demi-heure, il y avait vraiment 2 classes d'écart entre les deux équipes. Que ce soit physiquement, technique, vitesse, détermination. À part leur petit milieu de terrain, là, le Brésilien, c'est Alan, c'est ça? À part Alan, on les a surclassés en tout. Voilà. Bon, après, une fois qu'on a mené 2-1, on a un peu géré. Quand ils ont eu un carton rouge, ils ont essayé un peu de revenir dans le match, mais vraiment, entre les deux équipes, il n'y a aucune comparaison à avoir. Non, c'est vrai que les premières minutes m'ont fait un peu peur. Il y a le poteau de Zielinski et juste après ce but qui part d'une erreur de Bonucci, mais qui dans la construction après est remarquable. Et c'est vrai que pendant un moment, j'ai vraiment eu l'impression qu'on allait passer une sale soirée. Et on est finalement rentré dans le match et c'est Cristiano Ronaldo même qui a vraiment remis l'équipe, je trouve, sur le bon rail en fait pour ensuite surclasser le Napoli. Émilie, est-ce que tu as eu peur après cette entame de match? Oui et non. En fait, oui, effectivement, c'était un peu flippant au départ parce que je me suis dit bon ça y est, on va les regarder jouer. On attend d'en prendre un et en fait, je pense que c'est ça. Au final, on s'est peut-être laissé un peu surprendre sur la première, les premières 20 minutes, on va dire. Et le fait de prendre un but, ça donne une claque et derrière, on a une belle réaction. On domine quand même pas mal la première période. Et un petit bout de la deuxième, même si après, on est plus dans la gestion et au final, on leur a beaucoup laissé le ballon et c'est ça qui m'a fait peur aussi. Je pense qu'on leur a beaucoup trop laissé le ballon sur la deuxième période et ça aurait pu leur permettre de remonter. Donc heureusement que derrière, Bonucci remet le 3e but, qui les enterre vraiment et là c'est sûr qu'ils seraient pas remontés. Mais c'est vrai que oui, je pense qu'il y a un moment où on les a trop regardés jouer. C'était peut-être pas la meilleure des choses à faire. Maintenant, on gagne 3-1, donc on va pas se plaindre. C'est quand même plutôt pas mal. Alors on a eu un Cristiano Ronaldo, on peut le dire, je pense que c'est l'homme du match, en tout cas en très grande forme, non pas parce qu'il a marqué, mais il est à l'origine des 3 buts. Il y a 2 passes décisives comptées officiellement, et puis sur le deuxième but de Mario Mandžukić, il y a également sa frappe sur le poteau qui pour moi est pratiquement une passe décisive aussi.
Alors, on a vu la Juve sans Ronaldo contre Valence qui s'en est très bien sorti, mais est-ce que ce genre de match-là n'est pas en train de montrer qu'il y a une sorte de Ronaldo-dépendance qui se crée à la Juve et peut-être qu'on pourra avoir une mauvaise surprise contre Berne, Calo? La Juve est Ronaldo-dépendante aujourd'hui? Non, Ronaldo dépendant, non, parce que on a très bien fait sans lui les 7 dernières années. C'est pas évidemment, il apporte un plus, mais non, la Juve sans Ronaldo reste une grande équipe. Mais non, après Ronaldo, il a été incroyable par abnégation et sens du sacrifice. Je veux dire, moi j'avais une image de ce joueur-là, un peu de première dame capricieuse, qui veut toujours le ballon, qui lève les bras de dépit si on lui donne pas, qui boude si on lui fait pas une belle place en profondeur. Et là, ben, je découvre un joueur qui est l'exact contraire, quoi. Alors moi, je sais pas s'il a changé depuis qu'il est à la Juve ou si j'avais une image fausse de lui, ce qui est totalement possible, parce que les matchs du Real, je les suivais pas vraiment. Mais je vois un mec qui se sacrifie pour le groupe, qui se bat, qui met tout son physique au service de l'équipe, qui a un putain de talent, désolé. Et enfin, pour moi, c'est vraiment le joueur ultime, parce que quand un joueur a un talent top et il se sacrifie pour le groupe, c'est au-dessus de tout, quoi. Là, vraiment, c'est même mieux que ce que j'espérais. Là, c'est vraiment l'élément qui a fait la différence par rapport au Napoli, parce qu'on va dire que ça se valait un petit peu au niveau talent entre les deux 11, et t'as ce joueur-là, par contre, qui surclasse vraiment tout le monde et qui fait la différence. Oui, non, mais c'est ça, parce qu'il apporte les deux, en fait. Vous savez, dans le football du passé, d'un passé récent, vous aviez Gattuso, c'était force abnégation, puis vous aviez Pirlo, c'était la technique, mais lui, il a tout. Je n'ai jamais vu ça de ma vie, voilà. Un joueur qui allie toutes les qualités et qui se met au service de son équipe. Non, je sais pas, hein, peut-être si vous suivez le Real un peu plus que moi, vous pouvez me dire s'il était déjà comme ça au Real, mais là, je découvre vraiment quelque chose d'extraordinaire en lui, hein. C'est exceptionnel. Émilie, est-ce que tu te réjouis de cette performance? Alors j'imagine qu'évidemment oui, mais est-ce que tu as quelques réserves justement? Attention, qu'est-ce qui ne devienne pas un élément trop clé si toutefois il devait manquer un jour? Je pense pas qu'il sera un élément trop clé dont on pourrait manquer, etc. Parce que comme l'a dit très justement Calo, on a toujours fait sans lui et on a plutôt bien réussi jusqu'à présent. Et puis au-delà de ça, contre Valence, Ronaldo il a pas joué le match en règle. Enfin bon, il a joué un petit bout du match, mais très très peu. Et au final, on s'est imposé et on a vraiment montré un visage très satisfaisant à 11 contre 10. Donc je pense quand même que même si effectivement quand il est sur le terrain, on semble assez dépendant de lui, au-delà de ça, s'il y est pas, je pense pas qu'on coulerait totalement non plus. Au contraire, je pense qu'on a l'effectif et la profondeur de banc pour pouvoir pallier une absence de Cristiano Ronaldo. Maintenant, effectivement, l'avoir dans cette équipe, c'est un avantage qui est incommensurable parce que il fait tout. Enfin, je veux dire, il se sacrifie énormément pour l'équipe. Il est tout le temps en attaque et parfois il défend aussi. Donc je pense vraiment qu'il a un sens du sacrifice qui existe bel et bien et qu'il est pas là juste pour planter des buts en fait. Et puis cette abnégation entre guillemets de laisser marquer les autres, au final, les 3 buts on lui doit, mais c'est pas lui qui les marque, il les donne. Donc bon, au final, c'est plutôt une bonne chose. C'est pas, disons qu'il est très loin de l'image de diva qu'on peut lui donner un peu partout, et peut-être qu'on le connaissait pas assez bien avant et on le découvre d'une autre manière et c'est une bonne chose. C'est vraiment un joueur exceptionnel. C'est vrai que tu fais bien de souligner justement cet aspect de donner les buts et pas de les marquer lui-même, parce qu'on a beaucoup parlé justement de son premier but qui a mis un petit peu de temps à arriver. Et puis on parle du nombre de buts qu'il va marquer à la fin de la saison, mais moi c'est ce que j'ai pu dire un petit peu sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que si il est comme ça à chaque match, je me moque qu'il n'ait pas marqué 30 buts à la fin de la saison, ça c'est clair. On va passer au top flop. Calo, quel est ton top et quel est ton flop pour ce match? Alors mon top, je pense avoir tout dit avec Cristiano Ronaldo. Je veux dire, moi il est en top numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Voilà, il a juste été incroyable. Donc j'en dirai plus rien. Dans le flop, je suis désolé, c'est pas ma tête de Turc, mais encore une fois, c'est Bonucci. Il a marqué, il a fait un beau post Instagram tout content, mais défensivement, il a été encore une fois très moyen. Le but, il est à 80% pour lui. Voilà, ce mec vite ses rentes, pour moi, et de sa réputation. Bonucci s'appellerait pas Bonucci, il s'appellerait Jean-Marc, je sais pas tenir mon homme. Ça serait un joueur moyen qui n'aurait sa place que dans un effectif moyen. Avec son rendement actuel, et j'espère vraiment que ça changera, parce que c'est pas dans notre intérêt qu'il continue à avoir ce niveau. C'est le gros point faible de notre équipe, avec Khedira bien sûr. C'est marrant que tu aies utilisé le chiffre 80%, puisqu'on a
un membre de notre forum, Prince Rakim, on le salue justement, qui a dit que justement cette saison, il était responsable de 80% des buts que la Juve a encaissés. Il a une part de responsabilité. C'est pratiquement à chaque match, en fait, quand la Juve prend un but, il y a l'ombre de Bonucci qui rôde autour de ça. Oui, écoute, ça saute vraiment aux yeux de tout le monde, et moi ça me gêne un peu de faire cette constatation-là, parce qu'on peut penser, nos auditeurs peuvent penser qu'en fait j'aurais quelque chose contre lui pour ce qui s'est passé cet été, mais pas du tout. Moi j'essaye de mettre ça de côté et d'aller vers l'avant, et je ne fais simplement une analyse de ce que je vois, une analyse des matchs, et actuellement c'est catastrophique. Point. Émilie, vas-tu voler au secours de Bonucci? Oui, étonnamment bien entendu. Mais au-delà de toute affection particulière pour ce joueur plus qu'un autre, et en essayant de rester objective, sur le côté moyen du début de sa saison, je suis d'accord, je peux pas aller à l'encontre. Enfin, effectivement, il a pas montré le meilleur de lui-même pour l'instant. Maintenant, je pense aussi qu'il faut souligner qu'il revient d'une saison qui a été assez compliquée, pendant laquelle il a perdu un peu de son niveau aussi, mais parce qu'il n'était pas mis dans les bonnes conditions. Depuis le début de cette nouvelle saison, bon, on est à 7 matchs joués. On peut pas dire non plus qu'on soit à la fin de la saison. En fait, on est au début de la saison, alors effectivement, il faut s'accrocher parce que on embraye tout de suite. On n'a pas le temps, mais malgré ça, il y a une vraie évolution qui est positive pendant tous les matchs qu'il a joué cette saison. Moi, je trouve qu'au premier match avec Chiellini, l'entente y était pas, ils étaient pas en phase, on voyait qu'ils avaient du mal à se trouver, à s'entendre, à se comprendre, et depuis, il y a une vraie amélioration. Moi, j'ai noté aussi la joie de Chiellini qui lui saute dans les bras quand il marque son but, et je pense que il y a un vrai truc qui s'est renoué entre les deux, sur le terrain en tout cas, et je pense qu'ils se comprennent à nouveau, que la charnière est en train de se reformer, et qu'il faut lui laisser le temps à Bonucci de retrouver son meilleur niveau, parce que peut-être que l'entraînement était pas assez intensif l'année dernière, peut-être qu'il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas été dans le bon sens et qu'il faut le temps juste de retrouver la meilleure des formes. Pour moi, c'est très dur d'entendre qu'on dit de Bonucci que c'est un joueur moyen, qui aurait même pas sa place dans une équipe moyenne. Au bout d'un moment, je pense quand même qu'il y a des joueurs qui sont beaucoup plus mauvais que lui et qui jouent dans des clubs qui sont tout aussi bons ou tout un petit peu moins bons que nous. Donc pour moi, Bonucci, il a sa place dans cette équipe et lui faut juste le temps de retrouver la meilleure de ses formes. Donc oui, pour l'instant, il a fait des boulettes, on a pris des buts, mais à côté de ça, on a quand même gagné tous nos matchs. Là, il a encore marqué un but qui était important. Moi, je pense que on n'a pas encore tout vu et qu'il va revenir au meilleur de son niveau. Et en tout cas, c'est tout ce que je souhaite parce que quand il est très en forme avec Chiellini, ils sont indestructibles. Mais moi, tu parles de niveau et c'est là que ça me dérange un peu. C'est-à-dire que ces prestations, si tu les prends globalement, elles sont pas si mauvaises. Mais systématiquement, dans un match, à une ou deux reprises, il va perdre la lucidité, il va perdre la concentration. Et c'est des erreurs qui se payent cash parce qu'à chaque fois qu'il a fait ces erreurs-là, on a pris un but. Non, c'est exact. Et je pense effectivement qu'il y a aussi un niveau de concentration à retrouver. Peut-être qu'il a pas retrouvé ça et que ça viendra. Il lui faut juste un petit peu de temps parce que c'est le début de la saison. Allegri disait en conférence de presse avant le match contre le Napoli, par exemple, que Cancelo avait du mal à rester concentré pendant 90 minutes et que c'était un point d'amélioration. Donc je pense que tout comme Cancelo peut améliorer ce point-là, Bonucci le peut aussi et il le fera. Oui, quoi qu'un arrière latéral qui est pas concentré, c'est une chose. Quand c'est un défenseur central, c'en est une autre. Quand j'ai dit c'était un joueur moyen, c'était par rapport à son rendement actuel, bien sûr, c'est pas dans l'absolu, hein. C'est son rendement actuel et je veux dire, c'est pas mon avis, c'est un avis généralisé. Si on prend les notes de la Gazette des défenseurs centraux, dans les équipes de tête, c'est le dernier. C'est à mon avis, c'est pas à mon avis, c'est un fait. Voilà. Mais non, évidemment, je ne juge pas toute sa carrière. Je juge juste le match auquel on parle. Émilie, rapidement, ton top et ton flop sur ce match. Je soulignerais pas spécialement de flop. J'ai trouvé un peu Dybala en dessous, mais bon, il est en train de revenir, donc il lui faut un peu de temps à lui aussi, je pense. Après, moi je trouve que globalement l'équipe a été plutôt bonne, donc je trouverais un peu injuste de sortir un flop dans le lot. Et en top, on peut pas ne pas dire Cristiano Ronaldo, mais du coup, comme on en a déjà beaucoup parlé, je pense que je vais m'axer sur Mandzukic qui a fait un match plutôt énorme.
où il a vraiment tout fait, à l'instar de Ronaldo. Hein. Je pense que les deux sont très compatibles et complémentaires. Et moi, j'ai vu un Mandzukic qui a mis 2 buts. Et au-delà de ça, il a fait un peu tous les postes sur le terrain. Il a beaucoup défendu et beaucoup attaqué. Franchement, je pense que c'est vraiment un des joueurs les plus indispensables de ce début de saison. Et je suis vraiment contente de le voir à ce niveau-là. Vraiment, c'est très agréable à voir. Mandzukic est fidèle à lui-même, mais j'aimerais surtout souligner que il a marqué 4 buts et que l'année dernière il était à 5 buts en Serie A, donc il est déjà à 1 but de son total en championnat, en tout cas de l'année dernière, et je pense que c'est peut-être celui qui bénéficie le plus finalement de l'arrivée de Ronaldo. En tout cas, c'est manifeste sur ses premiers buts, parce que sur les 4 buts, il y en a 3 qui sont marqués grâce à Cristiano. Forcément, et puis il a changé de position. Il était sur les ailes l'année dernière, cette année il est attaquant central, donc forcément ça aide. Alors, juste une dernière chose pour clôturer un peu avec ce match Juve-Naples. J'aimerais parler de ce petit drama Ancelotti. Alors, pendant une bonne partie des 90 minutes, voire tous les 90 minutes, vous avez une partie de notre public qui a chanté « Un maiale non può allenare ». En gros, c'est « un gros cochon ne peut pas entraîner ». Et c'est à chaque fois qu'il vient qu'il a droit à ça. C'était pas seulement ce soir. Hein. Alors notre public, c'est la partie organisée de notre public, les ultras, et il y aurait beaucoup à en dire, on en dira un peu plus peut-être une prochaine fois. Je vais donner juste mon avis, et vous pourrez donner le vote bien sûr après. Pour moi, ce sont des crétins, ils m'en font honte. Voilà, Ancelotti nous a lancé quelques pics dans son livre, mais il a dit qu'on était un club assez froid, avec pas beaucoup de sentiments, mais rien de plus, il est totalement libre d'avoir son avis. À part ça, il s'est toujours plus ou moins bien tenu avec nous. Il mérite pas ça. Voilà, ça c'est déjà une chose. Je rebondis juste sur un truc, c'est que ceci étant dit, en attaquant l'arbitre en fin de match, Ancelotti est lui-même tout aussi censurable. Hein. À ce que je vois, même les meilleurs ne peuvent résister à l'ambiance de pleurniche napolitaine. Il a mis les pieds plein dedans. En ce qui me concerne, après cette interview, il est tombé bien bas dans mon estime. Voilà. Oui, bon, de toute façon, Ancelotti s'est jamais caché que son expérience à la Juve c'était pas hyper bien passé. Il n'est pas resté très longtemps d'ailleurs, donc il n'est pas en hyper bon terme avec la Juve. Et après, il a fait toutes ces années au Milan où il y avait toujours un petit peu cette rivalité. Donc voilà, bon, il a lancé une pique aux tifosi de la Juve en disant que il se consolera pour les champs avec la Ligue des Champions de 2003. Et je crois que là-dessus, il n'y a pas malheureusement pas grand-chose à répondre. Il a très bien répondu. En revanche, oui, sur l'arbitrage, bon, il est tombé dans le panneau, mais comme tout le monde tombe dans le panneau à chaque fois quand c'est la Juve, hein. Je sais pas, avant, quand il était au Milan, il a jamais fait ce genre de choses, hein. C'est depuis qu'il est à Naples, il est tombé dans la pleurniche, quoi. Enfin bon, peu importe, c'est l'excuse habituelle. Lors de ces 7 dernières années, on a battu Naples un nombre innombrable de fois. J'ai jamais entendu un supporter napolitain, un cadre napolitain, un président napolitain, quoi que ce soit, dire bien joué, vous avez mérité. Jamais. C'est toujours l'arbitre. Toujours. Constamment. Bon, après, il a quand même admis que la Juve avait été supérieure, ou en tout cas que eux n'avaient plus été à la hauteur. Je sais plus exactement comment il l'a formulé, mais il a admis quand même que le Napoli a pas été... j'ai pas regardé la conférence de presse générale après le match, mais en tout cas, j'ai regardé l'interview de Sky, et à Sky, lorsque un des journalistes lui a dit que la Juve était supérieure physiquement, etc., il a levé son sourcil et il a dit un oui qui était forcé parce que vous aviez les 4 chroniqueurs qui disaient la même chose et lui il pouvait pas vraiment dire le contraire. Mais moi, il me semble pas qu'il a admis la supériorité de la Juve, loin de là. Hein. Même lorsqu'un chroniqueur a dit qu'on était supérieur physiquement, il a dit oui, mais Alan aussi est supérieur physiquement. Enfin bon, bref, peu importe. En tout cas, il est descendu de mon estime. Là, pleurer après un match, ça lui ressemble pas. Bon, c'est un peu des faits annexes aussi. Hein. Dans tous les cas, il y a toujours beaucoup de rivalité qui ressort des Juve Napoli et ça pousse à la polémique à chaque fois. Donc forcément, on pouvait s'y attendre aussi. Je pense qu'il aurait été très critiqué du côté de Naples s'il avait rien dit, par exemple. C'est un peu ce que les gens attendent, je pense aussi. En tout cas, c'était une très belle soirée samedi soir avec ce Juve Napoli, donc une victoire face à un rival direct. Et puis là, juste après le match, on a Beppe Marotta qui demande à Sky de prendre la parole. Alors c'est un petit peu bizarre parce que Beppe Marotta il parle à tous les matchs, mais il parle avant. Et donc là, il dit qu'il a une annonce importante à faire. Et il annonce donc qu'il ne sera bientôt plus le directeur général de la Juventus, à la surprise générale, hein, parce qu'on a toujours des journalistes qui se disent insider et qui croient tout savoir. Et là,
vraiment personne ne l'a vu venir, cette annonce. Alors, ça a été très surprenant. En plus, la façon, il l'annonce vraiment seul. Alors, on sait qu'à la Juve, il y a un peu deux types de départs. Il y a les départs qui sont annoncés de façon bilatérale, conjointe, dans une très bonne ambiance. C'est ce qui s'est passé, par exemple, avec Buffon. Et puis, il y a les départs qui sont annoncés comme ça, de manière unilatérale. Et on voit ce Marotta très ému devant la télé qui annonce que bientôt, il ne sera plus là. Vraiment à la surprise. Alors, dimanche, il s'est passé de nouvelles choses. Dimanche, il a délivré de nouvelles interviews. Et là, encore plus surprenant, on comprend qu'en fait, c'est pas vraiment sa décision. Il dit c'est une situation voulue par le club. Il dit moi, je suis un homme d'entreprise, j'aime la Juve, j'aime les personnes qui travaillent, donc je dois m'y adapter. Mais du coup, on comprend que lui, a priori, n'avait pas prévu de partir de son plein gré. Et puis, il continue même en disant qu'il s'est jamais retrouvé au chômage en cours de saison et qu'en gros, il aimerait bien dès la saison prochaine avoir un nouveau club. Alors du coup, il devient tout de suite évidemment l'homme le plus désiré d'Italie et on comprend pourquoi quand on voit ce qu'il a fait à la Juve. Et puis ce matin, c'est Andrea Agnelli qui prend la parole, qui confirme donc un peu l'état-major de la Juve avec Fabio Paratici qui va donc reprendre tout le secteur sportif, donc il avait déjà en grande partie. Et puis Marco Re qui garde toute la partie revenus, sponsorship, partenariat, et puis Ricci qui continue avec la partie financière, donc c'est des choses qu'ils géraient déjà, mais qui géraient sous l'aval de Beppe Marotta. Et là, on comprend par rapport à ce qu'a dit Andrea Agnelli qu'ils auront vraiment un contrôle total de leurs aires respectives. Et surtout, Agnelli, il a juste très peu de mots pour Beppe Marotta et une autre personne très importante qui s'en va, c'est Aldo Mazzia, qui était à la Juve depuis 2006 et qui était PDG depuis 2011. Et en gros, il dit très rapidement, Andrea Agnelli, voilà, merci beaucoup pour ce qu'ils ont fait et bonne chance pour la suite. Alors du coup, ça pousse à s'interroger, Calo, comment t'as perçu un petit peu ce départ et cette ambiance un petit peu bizarre qu'on a là autour de la Juve? Bah écoute, t'as dit bizarre, pour moi c'est étonnant, c'est au-delà, quoi. Et c'est vraiment le moins qu'on puisse dire. Pas le fait qu'ils soient partis, parce que ça fait partie de la vie d'une entreprise, hein, mais qu'ils soient partis comme ça, en plein début de saison, annoncé de cette manière, parce que apparemment il y a personne qui était au courant. Allegri l'a appris en fin de match en même temps que nous, il a été fort surpris, et voilà quoi, je m'attendais à tout dans son interview, mais pas ce genre de choses. Puis comme tu dis, il a été viré, hein. Le mot viré était peut-être un peu fort, mais on ne reconduit pas son contrat, donc voilà, il a été viré. Les explications, bon, c'est pas grand-chose, on sait juste que ils ont parlé tous les deux, aussi bien Marotta qu'Agnelli, de parler d'âge, de changement générationnel. Moi, j'y crois pas du tout, hein. Marotta travaille pas avec un marteau-piqueur, il fait un travail intellectuel, il est loin d'être devenu sénile. En plus, il vient d'être élu meilleur dirigeant du monde, il n'est pas devenu trop vieux tout d'un coup. Donc, pour moi, ça peut pas être ça. Il y a trois possibilités, je vois trois possibilités. Maintenant, vous allez peut-être m'en dire d'autres, mais là, il y en a trois que je vois. Première chose, c'est un désaccord important avec la vision d'Agnelli. Et ça, c'est pour moi très peu probable, parce que Marotta, c'est un mec intelligent, il sait très bien que c'est pas dans son intérêt de se mettre de la propriété à dos. Et donc, si Andrea Agnelli dit un truc, il va pas faire une objection. Enfin, il va faire peut-être une objection, mais il mettrait jamais son droit de veto contre. La deuxième possibilité, c'est peut-être qu'il est jugé inadéquat dans la politique d'expansion mondiale du club. Ça, c'est totalement possible, parce que nous, Marotta, qu'est-ce qu'on en connaît? On en connaît ses interviews. On en connaît les bilans en fin d'année, mais on ne sait pas vraiment ces idées qu'il donne au conseil d'administration. Elles sont peut-être pas jugées adéquates. La troisième possibilité, c'est peut-être la plus probable pour moi, c'est que le rôle d'administrateur délégué disparaît. Je veux dire, Agnelli a dit aujourd'hui qu'il donnait plus de pouvoir aux différents directeurs, comme Paratici va passer simplement de directeur sportif à responsable de toute l'ère sportive. C'est pareil pour les autres directeurs. Donc tous les directeurs ont un pouvoir étendu et on n'a plus besoin d'aide pour les coordonner, pour gérer tout ça. Voilà. En l'enlevant sans le remplacer, on va gagner quand même, entre son salaire et les impôts qui en résultent, on va gagner presque 2 millions d'euros annuels. C'est peut-être une raison. Alors, on verra quand même au conseil d'administration le 25 octobre si le conseil décide de nommer un nouveau directeur général. Moi, il y a une autre possibilité que je veux te suggérer. Il y a un magazine d'investigation de la chaîne Rai aujourd'hui. Alors,
Moi, j'ai l'impression qu'il cherche surtout à surfer sur le buzz et à faire un truc littéralement putaclic, il n'y a pas d'autre terme, qui a sorti un extrait donc d'une enquête qui va bientôt arriver sur les rapports de la Juve avec toujours le milieu un petit peu mafieux par rapport à certains tifosi. Et donc qui, je ne sais pas si tu l'as vu, Calo, publie une vidéo dans laquelle Marotta est directement cité pour avoir dans des conversations comme quoi il aurait donné des billets pour Madrid. Et puis il est pris en photo avec ce fameux mec tifoso de Napoli. Alors, est-ce que peut-être que la RAI a informé tout simplement la Juve de la diffusion prochaine de ce reportage-là et que la Juve qui cherche à avoir une image absolument impeccable depuis que Cristiano Ronaldo est arrivé, la Juve a préféré éloigner Marotta pour s'éviter peut-être quelques troubles. Est-ce que tu considères ça, Calo, ou pas du tout? Pour moi, c'est très peu probable. Je veux dire, ce genre de choses est déjà arrivé avec bien pire avec Conte, lorsqu'il était suspecté d'avoir trafiqué des matchs, qui est quand même bien pire que donner des tickets à des gens qui sont hors la loi. Parce que donner des tickets, tu fais pas de trucs hors la loi. Ce qu'il y a en Italie, il faut savoir, c'est qu'il y a une loi qui fait que tu ne peux pas avoir aucune relation commerciale, voire aucune relation du tout avec un mafieux. Donc techniquement, vous êtes propriétaire d'un restaurant, il y a un mafieux qui vient, à la fin de son repas, il vous paye, vous pouvez être condamné par un juge parce que vous avez eu un rapport avec le mafieux, simplement parce qu'il est venu manger chez vous. Donc non, voilà, ils ont protégé Conte, et pour bien pire, ils ont protégé Agnelli, qui même s'il fait partie des propriétaires, est aussi un employé du club. Je vois pas pourquoi ils auraient laissé tomber Marotta, non. Je pense vraiment qu'ils l'ont mis de côté pour une raison simplement managériale, quoi. Alors parmi les explications qu'on cherche, moi je me suis rappelé aussi que, alors il y a eu énormément de théories du complot autour de Calciopoli. Parmi toutes ces théories, il y en a une qui dirait que la Juve, enfin la famille Agnelli, serait un peu à l'origine de Calciopoli parce qu'elle sentait que Moggi et la triade à l'époque, mais surtout Moggi, était vraiment en train de s'approprier le club et il y avait besoin vraiment de l'éloigner pour pas un peu perdre le club. Alors est-ce qu'il y aurait pas aussi un aspect comme quoi Agnelli se serait senti un petit peu dépossédé du club en voyant surtout Beppe Marotta être primé directeur général, meilleur directeur général du monde là, le prix qu'il a reçu la semaine dernière, meilleur dirigeant sportif, je crois, c'est la terminologie exacte. Et donc peut-être que voilà, Andrea Agnelli, qui est parfois un peu sanguin, s'est peut-être senti un peu dans l'ombre de Beppe Marotta et a peut-être voulu l'écarter. En tout cas, c'est assez inexplicable, Émilie, quand même. Même passé les fêtes surprises qu'on a eues sur le moment, on se dit mais comment on en est arrivé là? C'est vrai que c'est assez étrange, effectivement. C'est vrai que toutes les pistes proposées par Calo en réponse sont intéressantes. Après, je pense qu'on peut pas imputer tout ça à seulement un côté financier et managérial. Je pense que malgré tout, il doit y avoir des tensions entre Agnelli et Marotta, alors qu'ils s'entendaient très bien. On les a vus relativement souvent pendant toutes ces années se sauter dans les bras, être tout le temps côte à côte. Au final, moi, j'ai l'impression que sur ces derniers temps, on a vu très peu Marotta et Agnelli ensemble ou côte à côte. Moi, j'ai eu l'impression de les voir beaucoup moins qu'avant. Et en plus de ça, par exemple, pour la première fois cet été, on a mis en avant Paratici sur le transfert de Ronaldo, alors qu'avant, tous les transferts, peu importe à qui on les devait, c'était toujours Marotta et Agnelli qui étaient mis en avant pour les transferts. Donc c'est vrai que après, oui, c'est peut-être juste ce que tu dis toi, Fio, c'est que peut-être que Agnelli s'est senti un peu dépossédé de quelque chose, peut-être moins mis en avant, peut-être que Marotta prenait trop d'importance aussi médiatiquement et que ça le gênait. Moi, ce que je trouve très étonnant, en fait, surtout s'ils se sont laissés en bons termes, c'est justement ce manque de remerciements ou d'éloges entre guillemets pour tout le travail accompli ensemble, parce que Marotta a amené énormément au club depuis pas mal d'années maintenant, donc c'est quand même étonnant, si on est en bon terme, de se séparer avec si peu de mots l'un pour l'autre. Je trouve ça très très étrange. Je sais pas si on saura le fin mot de l'histoire, s'il y aura une prise de parole ensemble ou pas des deux protagonistes, on verra. Mais en tout cas, oui, là comme ça, moi je pense qu'il y a anguille sous roche quand même. Assez rapidement, parce que on n'est pas des Madame Irma, mais bon, Marotta c'est quand même vraiment un pilier de la reconstruction du club, au même titre que Agnelli, Nedved et Paratici. Mais bon, est-ce qu'on est inquiété par ce départ de Marotta, ou on sait quand même qu'on a du monde compétent, Calo? Alors tellement de choses à dire. Je voudrais rebondir d'abord à ce que vous avez dit. Vous avez dit que vous avez
avancé comme possibilité d'un complot des Agnelli, mais non, mais jamais, impossible. Déjà Agnelli, moi je le trouve pas vraiment sanguin. Il l'a prouvé avec Conte et qu'il voulait déjà partir au moins depuis 1 an et demi lorsqu'il est parti. Et Agnelli mordait dans sa chic, il allait lui parler, il essayait de le faire rester. Donc non, et puis une trop grande mise en avant de Marotta, sur quoi non, je trouve pas. Je le trouve d'ailleurs trop scolaire, trop exégète devant les micros, c'est pas qu'il s'attirait une spéciale sympathie. Donc pour moi tout ça c'est à exclure. Maintenant savoir une importance de Marotta. Non. Pour moi, sa perte aurait été très grave si son fidèle Paratici l'aurait suivi. Là ça aurait été le cas. Parce que Marotta, il faut savoir une chose, Marotta c'est un financier, c'est pas un sportif. D'ailleurs la seule fois ce qu'on lui a laissé carte blanche sur le sportif, il nous a apporté Del Neri, qui est son ami dans la vraie vie, et Martinez de Catagne, et on a fini 7ème de championnat. Je pense non, je te coupe Calo là, mais Paratici a reconnu lui-même que Martinez était son intuition, il dit c'est probablement la plus grosse erreur que j'ai fait depuis que je suis à la Juve. Ah ben moi justement j'avais entendu Marotta qui avait dit exactement cette phrase. Tu ne confonds pas? Écoute, je te retrouverai l'interview de Paratici parce que je me rappelle l'avoir traduite, mais c'est Martinez c'était vraiment le choix de Paratici qui avait dîné avec lui, tout ça. Enfin, quoi qu'il en soit, Conte par exemple, c'est Agnelli qui l'a voulu. Moi je me souviens très bien d'un interview de Marotta, et c'est ses propres mots qui sont sortis de sa bouche en disant que lui le trouvait trop inexpérimenté et que c'était un pari du président. Donc Marotta c'est un manager financier, il est très très compétent dans son domaine qui est la finance, qui est la gestion d'une entreprise, mais à mes yeux il n'est pas irremplaçable, loin de là. Après, honneur à lui, et en ce qui me concerne, je suis un peu peiné qu'il soit plus chez nous parce que c'est quelqu'un d'extrêmement capable, un des meilleurs, voire le meilleur au monde dans son domaine. Mais voilà, c'est un financier, hein. C'est pas, on n'aura pas de problème sportif s'il n'est pas là. Enfin, pour moi, non, ça ne me semble pas. Non, bien sûr, son influence était sur bien d'autres domaines que vraiment le sportif, qui était le domaine de Paratici. Après, c'est vrai que on a eu tendance souvent sur les réseaux sociaux, je trouve, à attribuer les succès systématiquement à Paratici et les échecs à Marotta. Et je trouve que c'était un peu injuste parce que Paratici a été complètement formé par Marotta déjà, et puis ensuite, ça a quand même toujours été un travail d'équipe, quand même, un duo. Émilie, est-ce qu'il y a une inquiétude de ta part après le départ de Marotta, ou pour toi, voilà, il y a la machine derrière est en route et c'est pas le départ d'un seul élément qui va l'arrêter? Marotta, ça paraît quand même être un élément qui était très important et oui, quelqu'un de très capable dans ce qu'il faisait. Je sais pas trop, je suis pas assez informée sur le sujet pour le dire, mais malgré tout, je pense que ça peut avoir un impact. Ça peut déjà avoir un impact, peut-être une petite peur du côté des actionnaires en bourse. Je veux dire, ça peut forcément avoir un impact parce que c'est quand même quelqu'un à qui on a attribué beaucoup de réussite sur beaucoup de domaines au sein de la Juve. Maintenant, tout dépend. Si ça reste comme ça, sans personne pour le remplacer à ce poste-là, peut-être que ça peut être géré chacun dans son domaine, comme vous l'aviez évoqué juste avant, ou bien il y aura quelqu'un qui sera nommé à sa place et on verra si cette personne colle ou pas avec le poste. C'est assez difficile de dire ça comme ça, mais en tout cas, je trouve la séparation très abrupte avec Marotta. Et c'est vrai que c'est assez étrange que ça se passe comme ça quand même. Ça reste un peu en travers de la gorge, je trouve. Et en tout cas, on verra si on en saura plus effectivement sur les raisons de son départ dans les prochaines semaines. On n'hésitera pas à en reparler dans le podcast. Pour terminer aujourd'hui, je vous propose d'accueillir Romain. Il est supporter des Young Boys de Berne. Bienvenue à toi, Romain. Merci de nous rejoindre. Et donc, tu vas nous parler un petit peu du prochain adversaire de la Juve en Ligue des Champions. Oui, alors bonsoir à tous. Alors, le club de Young Boys, donc l'adversaire demain de la Juve, c'est la première fois de leur histoire qu'ils vont participer à la Ligue des Champions. Ils sont qualifiés en battant tout d'abord le Dynamo Zagreb 3-2 sur l'ensemble des 2 matchs. Et ils ont donc le joueur le plus connu de cette équipe, c'est sûrement Guillaume O'Haro, très connu en France pour avoir joué à Paris ainsi qu'à Bordeaux. Et le premier match de groupe, ils se sont fait battre 3-0, excusez-moi, contre la Juve, contre Manchester United. Mais ça se voit qu'ils manquent d'expérience au niveau européen
Du coup, je suppose que demain, la Juventus vont quand même nous mettre une petite claque, 3 ou 4-0, car ça va pas être facile. Quand on est les Young Boys de Berne et qu'on n'a jamais participé à la Ligue des Champions, est-ce que c'est un peu un groupe de rêve d'avoir trois gros monstres européens que sont Valence, Manchester United et la Juventus? Alors oui, pour donc les affiches, pour l'audience, c'est clair que ça fait plaisir de voir trois aussi gros clubs européens. Tandis que niveau sportif, ce serait quand même mieux de, par exemple, affronter Lokomotiv Moscou ou des équipes un peu moins huppées que sont Manchester United, Valence et la Juve. Tu nous as parlé de Guillaume Noirot comme joueur le plus connu et je pense qu'on est un petit peu assez d'accord là-dessus. Mais est-ce que c'est aussi le danger numéro un ou il y a un joueur en particulier dont tu aimerais nous parler, peut-être dont la Juve doit se méfier? Alors, s'il est disponible pour le match, car il s'est blessé il y a une semaine, c'est Kevin Mbabou, le latéral droite. Donc il est très rapide et il a fait pas mal de dégâts déjà contre Manchester United. Et sinon, ce serait Djibril Sow, lui aussi qui revient de blessure au milieu de terrain. C'est une plaque vraiment tournante dans cette équipe. Émilie, Allegri en conférence de presse, et vous pouvez retrouver la conférence de presse d'avant-match évidemment sur stylejuve.fr. Allegri, a dit de faire preuve de respect envers les Young Boys de Berne, de pas les prendre de haut, mais honnêtement, c'est vrai que c'est un match que la Juve doit gagner facilement demain. Oui, bah ce serait mieux effectivement, puisque ça arrangerait bien nos affaires de se retrouver à 6 points en Ligue des Champions dans le groupe. Moi, maintenant, je suis d'accord avec Allegri. Il faut sous-estimer personne, parce que même si c'est une plus petite équipe sur le papier, si on y va les mains dans les poches, il y a toujours moyen de se faire surprendre. C'est en plus un adversaire qu'on n'a jamais affronté, dont on connaît pas grand-chose au final. Donc, ce genre d'équipe, pour moi, ça peut toujours être une surprise difficile. Et je pense vraiment que on aura besoin d'être très concentré et de rien laisser au hasard. Romain, comment ça s'est passé un petit peu pour les Young Boys contre Manchester United? Ils ont été dans le match, il y a eu même malgré le score lourd, en fait, ils ont répondu présent ou ils ont vraiment été écrasés par les Mancuniens? Alors les 30 premières minutes du match, ils ont été plutôt à l'avantage de Young Boys. Ils se sont procuré 4 ou 5 occasions. Malheureusement, ça n'a pas réussi à aller au bout. Et après, face à l'attaque de Manchester United, à la grande classe de Paul Pogba, lors de ce match, on n'a pas pu faire face une fois qu'ils ont mis le 2-0 en première mi-temps. Après, en deuxième mi-temps, c'était plus compliqué d'exister. Calo, la Juve contre Valence, elle s'est sortie d'un gros piège, alors qu'elle s'est retrouvée à 10 contre 11. Demain, il n'y a pas de raison qu'elle retombe dans un autre piège, surtout à domicile contre les Young Boys. Non, mais c'est sûr. Hein. Après, je connais pas vraiment les Young Boys, mais vu leurs résultats lors du dernier match, voilà, je vous mentirais si je vous disais que je m'attends pas à une victoire. Hein. Je dirais même plus si c'est pas une victoire par minimum 2 buts d'écart, voire plus, je serais un peu déçu. Voilà, je vous avoue ça. Je vais pas faire mon arrogant, mais là, c'est un match qu'il faut absolument gagner et soigner le goal average si c'est possible. Romain, est-ce que tu te risquerais un petit pronostic pour ce match? Personnellement, j'aimerais bien une victoire 2-1 de Young Boys, mais je m'attends à un 3 voire 4-0 pour la Juve. Même si on a une très bonne attaque dans le championnat suisse, c'est un tout autre niveau, donc la Juventus, que des petits clubs dans le championnat suisse. Et côté défensif, c'est comment alors? Dans le championnat, ça va très bien. Il y a seulement eu 6 goals encaissés en 9 matchs, ce qui est pas mal. Mais ça manque de vitesse, surtout dans l'axe. Ça manque pas mal de vitesse. Sinon, ça va. Le gardien, il est bon, mais et de physique aussi derrière, ça manque pas mal de physique.
Ok, ben Romain, on te remercie en tout cas d'être venu nous parler des Young Boys. On peut te retrouver sur Twitter, sous quel pseudo? Alors, c'est Romain Feller, tout collé. D'accord. Et ben on mettra bien sûr le lien vers ton profil dans la description de la vidéo. Merci beaucoup de nous avoir parlé un petit peu des Young Bears. On te souhaite des Young Boys de Berne. On te souhaite un bon match et puis on aura l'occasion d'en reparler de notre côté pour l'épisode numéro 14 la semaine prochaine. Bonne semaine et bon match à tous. Ciao. Salut à tous. Ciao. Ciao.